Salut à toi pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me porte à cœur et qui n'est pas anodin. C'est pourquoi est-ce que le haut potentiel peut être vu comme quelqu'un de perché, décalé, comme quelqu'un qui dérange l'environnement et toutes ces divers terminologies, ou plutôt tous ces divers adjectifs qui, selon le contexte, peut être donnés soit comme un jugement pas très ouf ou soit comme quelque chose de positif. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà beaucoup d'expérience, j'allais dire, de vécu avec cette notion-là. Je pense que vraiment sans abus, on a dû au moins me dire 15 fois que j'étais quelqu'un de sauvage, de perché, de dérangeant ou de bizarre. Et aussi parce que beaucoup de hauts potentiels, quand j'en parle avec eux, se retrouvent là-dedans, soit déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, dans leur ressenti personnel et intrapersonnel, soit dans ce que leur environnement leur renvoie. Quand une personne vous fait un compliment ou vous dit quelque chose, votre environnement vous renvoie des choses. Et selon moi, il y a 5 explications, 5 choses qui peuvent expliquer justement ça, et ces 5 aspects que j'aimerais mentionner pour vous aider déjà à mieux vous comprendre, mais aussi à mieux comprendre le point de vue des autres aussi, en ayant discuté avec des personnes qui n'étaient pas spécialement potentielles, mais j'ai toujours été curieux de savoir qu'est-ce qu'ils entendaient derrière bizarre, pourquoi est-ce qu'ils me prenaient pour quelqu'un de bizarre, même si c'était pas négatif, hein, mais juste toujours avoir cette curiosité de ok, mais quelle interprétation, quelle image, quel mot, quel adjectif plus précis tu mets derrière. Parce que quand on dit quelqu'un de bizarre, de décalé, de sauvage, alors oui, on peut avoir une idée générale de la chose, mais selon les personnes qui vont dire ça, ça va pas les renvoyer à la même chose. Et selon le filtre de la personne, le mot bizarre ou le mot sauvage ne va pas vouloir dire la même chose. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui, de comment est-ce que le haut potentiel peut être perçu après cette trop longue introduction. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, le like, l'abonnement, le commentaire, éventuellement vous avez divers liens dans la barre de description comme une chaîne sur le développement personnel ou des liens pour des services en hypnothérapie pour diverses raisons. Je vous laisse aller checker ça. Je vous remercie d'avance. C'est au tour de la vidéo de prendre part. La première chose, c'est la pensée en arborescence ou la pensée divergente. Alors, c'est deux types de pensées qui sont très propres au haut potentiel. Non pas que le haut potentiel est le seul à l'avoir. Le fait d'avoir ces deux types de pensées qui divergent de la plupart des personnes, ça va déjà créer un décalage par rapport à la plupart des personnes. Quand vous avez la plupart des personnes qui pensent d'une manière assez linéaire et d'une manière, alors ça c'est mon propre terme à moi, scriptée, où on a l'impression que la plupart des personnes pensent d'une manière scriptée. Quand on regarde, quand on l'observe, on a l'impression que la plupart des personnes ont le même type de pensée, pensent de la même manière, dans le même ordre, séquentiel, un peu comme, encore une fois, c'est ma terminologie à moi, je dis pas que c'est la vérité, comme des robots et comme quelque chose de très linéaire. Là où un haut potentiel va avoir beaucoup plus tendance à sortir de cette pensée séquentielle, linéaire, et ça peut créer chez la plupart des personnes comme quelque chose qui est bizarre. Soyons sincères, demain, pour prendre un exemple très peut-être foireux, mais une personne qui ne fait pas les mêmes choses que l'on a l'habitude de le faire, on va considérer ça comme bizarre. Demain, une personne qui parle tout haut, tout fort dans la rue, on va considérer ça comme bizarre parce que ça n'est pas ce que le commun des mortels, disons, fait. C'est pareil quand vous avez le commun des mortels, donc les personnes normales, encore une fois avec des guillemets et pas péjoratifs dans le sens que je veux l'expliquer, et qu'ils sont habitués à être avec des gens qui ont une pensée normale, linéaire, qui ne sortent pas des clous, ou pas autant qu'un haut potentiel pourrait le faire, la pensée du haut potentiel va paraître parfois dangereuse, parfois hors sujet, parfois trop créative, ou parfois trop prise de tête. Donc là, on ne parle que du mode de pensée, et rien que ce mode de pensée peut avoir un effet, peut nous faire percevoir d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, le deuxième point, et pas des moindres, c'est l'hypersensibilité. Donc là, on est plus sur l'aspect émotionnel. Avant, l'aspect mental, réflexion cognitive, là, plus l'aspect émotionnel.
Le haut potentiel, et encore une fois, c'est un parti pris qui est personnel, selon moi, hypersensible, qu'il le cache ou non, mais le haut potentiel est, de mon point de vue, de ce que j'ai pu observer, tout le temps hypersensible. Et l'hypersensibilité fait qu'on va développer des valeurs qui vont être plus nombreuses, généralement, plus fortes en termes d'intensité, et aussi on va s'inquiéter ou on va réagir en termes de stimuli plus fort à des choses que la plupart des gens ignorent ou même pire, n'ont pas conscience. Et rien que cela peut nous faire, peut faire qu'on est perçu comme trop, comme dramatique ou comme je l'ai entendu tout le long de ma jeunesse par mes parents, pleurer pour un oui ou pour un non. Alors, parce que peut y avoir parfois des notions d'injustice, des blessures qui peuvent être beaucoup plus intenses. Mais cette intensité-là, pour ne parler que de ça sur l'aspect émotionnel, va créer des réactions qui, encore une fois, ne rentrent pas dans ce qui est communément admis comme la norme. Je vais pas débattre sur ça aujourd'hui, je pense que j'en ferai une vidéo, mais notre monde tend à aseptiser et tuer les émotions. Enfin, il y a juste à observer notre monde, ou une grande partie de notre monde, et de voir que les émotions ont de moins en moins de place dans notre société, alors que certaines émotions, bien gérées, pourraient, je pense, profondément et grandement aider notre société. Personnellement, pour ne parler que de deux émotions positives, la paix et le bonheur, j'entends très peu de gens parler de ces émotions ou nous éduquer à en avoir plus. Bon, peut-être que ça prouve bien que notre monde n'aime pas trop les émotions, ou tout du moins certains types d'émotions dans certains contextes. Bon, je ne sais pas si je me suis perdu dans cette réflexion, mais le maître mot, c'est que l'hypersensibilité peut déranger certaines personnes ou être vue comme quelque chose de trop et par conséquent sortir de ce qui est communément admis, au même titre que demain un fou qui parle tout seul dans la rue pourrait être bizarre pour la plupart d'entre nous. La troisième chose, c'est que le haut potentiel a un besoin authenticité, d'honnêteté et de valeurs très fortes qui sont proches de celle-ci. Et autant vous dire que dans les interactions sociales, on n'a pas tout le temps d'authenticité, on n'a pas tout le temps de la spontanéité. Bien au contraire, encore une fois, notre monde tend à tuer tout ça. Non pas que les gens n'aimeraient pas pouvoir l'être, je pense, mais je pense que être spontané, être honnête, être authentique, chez beaucoup de personnes, c'est un poids, ou plutôt c'est la peur de certains poids, de certains jugements, de certaines critiques, encore une fois, par rapport aux conventions sociales et normales. Là où le haut potentiel va naturellement, même des fois s'il ne le veut pas, parce que le naturel revient au galop, être beaucoup plus orienté et poussé à ça. Déjà, dans ce qu'il va demander aux autres, les gens aiment rarement quand on demande, ou plutôt quand on demande quelque chose qu'ils ne sont pas en pouvoir de donner, du moins tout de suite. Parce qu'encore une fois, il y a plein de mécanismes, mais ça nous renvoie à nous-mêmes. Une personne qui va demander, par exemple, plus d'authenticité, plus d'honnêteté, plus de tout ça, parfois va être perçue comme quelqu'un qui peut être arrogant ou comme quelqu'un d'élitiste, dans le sens où si je suis pas ça, tu ne m'as pas dans ton quotidien, c'est une forme d'élitisme. Bon, spoil, on en a tous et à différents niveaux. Une femme qui veut se mettre en couple avec tel type d'homme ou tel type d'homme, elle est déjà dans un élitisme. Un homme qui veut se mettre en couple par rapport à certains critères, par exemple l'intelligence ou quoi que ce soit, c'est déjà une forme d'élitisme et c'est pas malsain. Ça, c'était pour la parenthèse. On est déjà tous dans une forme de jugement de valeur et d'élitisme. Encore faut-il l'accepter et s'en servir sainement et non pas pour blesser les gens. Mais encore une fois, c'était la parenthèse dans la parenthèse. Mais oui, déjà, dans ce que le haut potentiel va demander à son environnement, ça peut être très mal perçu, mais aussi dans ce que lui va s'imposer et dans sa façon d'être. Une personne qui est authentique, une personne qui est spontanée, une personne qui est honnête, ça change sa façon d'être, ça change ses interactions, en fait, ça change toute sa vie.
Vraiment, je ne peux pas le dire autrement, pour le vivre en ce moment, d'être passé d'une personne qui avait beaucoup de mal à ces choses ou qui ne les assumait pas, aujourd'hui une personne qui est beaucoup plus dans l'honnêteté, l'authenticité, ça peut déranger des environnements qui peuvent être parfois superficiels ou des environnements qui n'ont pas envie de se prendre trop la tête. C'est des choses aussi que j'ai pu vivre des fois, de dire des choses comme je les pensais, et là d'avoir des blancs pendant une dizaine de secondes, juste parce que j'avais mis le pied, ou plutôt le corps, là où il ne fallait pas le mettre. Donc le pied dans le plat. Quatrième point, c'est sur la curiosité, sur la recherche de sens et l'intensité qui tourne autour. Je crois que j'en ai fait une ou plusieurs vidéos, mais le haut potentiel, le propre d'un haut potentiel, souvent ça va être sa forte tendance à la curiosité, sa forte tendance à rechercher la vérité, sa forte tendance à se poser des questions que beaucoup de gens soit ne se posent pas, soit ne se posent pas avec autant de profondeur, ou soit ne se posent pas avec autant de régularité, voire même les trois ensemble. Et le haut potentiel va souvent poser beaucoup de questions, et beaucoup de questions qui, pour le commun des mortels, guillemets, va trop loin et remet trop en cause ce qui est communément admis. J'ai un exemple typique pour ça de ma vie personnelle. Fut un temps, je me suis engagé dans une formation présentielle de développement personnel qui était établie sur 9 mois. C'était une coach qui mêlait théâtre et développement personnel. Et autant vous dire que la partie théâtre, les 3 premiers mois, était juste parfait, et je pense que à ces 3 mois de théâtre, je leur dois beaucoup de choses, notamment peut-être le fait de faire ces vidéos aujourd'hui. Disons-le d'une manière peut-être familière, ça m'a décoincé sur beaucoup d'aspects. À côté de ça, il y avait une longue partie de 6 mois sur le développement personnel, et c'était personnellement la partie qui m'intéressait le plus, parce que ça faisait 5 ou 6 ans que je m'éduquais en développement personnel. J'avais déjà passé mon certificat d'hypnose, mon certificat de coaching. Donc pour être très sincère et être très mesuré et objectif, j'avais un certain bagage en termes de développement personnel. Ça faisait pas de moi un expert, mais j'avais un certain bagage, mais j'avais quand même envie, par ce biais-là, d'aller faire du développement personnel. Puis, très vite, j'ai vu cette personne avoir une vision très rigide du développement personnel. Je me suis dit, écoute Damien, pourquoi pas, découvre, et tu vas peut-être expérimenter plein de choses. Encore une fois, faut pas rester fermé. Puis, je me suis aperçu que cette personne, de plus en plus, nous imposait un programme, une façon de penser, une façon de faire. Et dans toutes ces choses-là, moi, avec mon hypersensibilité, ma capacité d'observer et d'être plutôt fort dans le fait de lire certaines interactions sociales, en tout cas quand elles étaient dans la cohérence du temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre déjà dans tout ce qu'elle m'exposait, dans tout ce que j'avais pu apprendre, et parfois même par des études scientifiques qui disaient l'inverse, et même dans ses comportements. Par exemple, cette personne nous disait que la peur était à absolument jeter du côté et que ça ne devait pas être une émotion qui devait exister. Tout comme cette femme ne croyait pas en l'hypersensibilité. C'est des choses qu'elle nous a dit. Or, et moi, j'y suis allé avec une âme bienveillante, mais visiblement dérangeante, de dire que, premièrement, tu es au courant que l'hypersensibilité, ça n'a pas à être discuté. Scientifiquement, c'est démontré que l'hypersensibilité existe et que c'est neurologique. Mais cette personne ne voulait rien entendre et elle me disait 1001 excuses. Bref, pourquoi pas. Mais moi, ça m'a un peu frustré et je pense que ça a établi la conséquence par derrière de lui poser plein de questions. Par exemple, je me suis aperçu que cette personne reniait la peur parce qu'elle-même avait peur de la propre peur. Oui, je sais, c'est deep, mais je lui ai expliqué que la peur n'était pas forcément quelque chose, par exemple, à absolument mettre de côté, parce que plus on renonce à quelque chose, plus on le met sous le tapis, plus généralement ça revient très fort. Et je posais plein de questions qui étaient parfois très métaphysiques, très philosophiques, et qui, pour moi, étaient importantes pour comprendre déjà sa philosophie à elle, comment on en était mieux à là, mais aussi parce que ce qu'elle nous enseignait avait plein de trous et plein de lacunes, disons-le. Puis, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris, mais elle s'est déchaînée sur moi devant tout le monde
et plus ou moins elle m'a dégagé de ce cours parce que je posais beaucoup de questions, parce que j'étais curieux et parce que j'allais pas dans son sens. Moi, suivre une dynamique de développement personnel, ça m'intéresse pas. Je préfère être ouvert et prendre ce qui me va dans certaines dynamiques, parce que des fois il y a des choses bonnes, d'autres moins bonnes. Bref, exemple beaucoup trop long, mais pour dire que parfois, la curiosité sur certains aspects, la remise en question de certains programmes, de certains processus, et ce peu importe l'environnement, peut être très dérangeant pour la plupart des gens, parce que ça remet en question parfois toute une vie. Quand vous avez une personne qui a mis 8 ans à créer un programme de développement personnel, et elle le fait depuis 8 ans, mais que vous avez une personne qui va remettre en question certaines parties, qui va questionner certaines parties, sans méchanceté, faut comprendre que vous avez toute une partie d'elle-même, de sa vie, qui se braque, et encore une fois, c'est pas illégitime, hein, mais c'est des choses qui peut être perçues par la plupart des gens chez les hauts potentiels, parce que le haut potentiel va avoir cette tendance à mettre le doigt là où ça fait mal, volontairement ou non. Le haut potentiel va avoir cette tendance à mettre le pied dans le plat, volontairement ou non. Le haut potentiel va avoir cette tendance à avoir conscience et beaucoup plus questionner les normes, les choses. Et d'ailleurs, c'est une force parce que c'est ce qui fait que le haut potentiel peut 10 fois plus rapidement, c'est ce qui fait que le haut potentiel peut arriver à une maîtrise d'un domaine beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. C'est ce qui fait que le haut potentiel peut arriver à avoir une maîtrise de son domaine et parfois de plusieurs sous-domaines, et c'est aussi des choses qui peuvent déranger. Le haut potentiel, par cette capacité à poser des questions, à avoir conscience de choses, et parfois même des zones d'ombre, c'est ce qui permet au potentiel de traiter les zones d'ombre. Quand vous avez un apprentissage, vous allez apprendre, vous allez avoir des zones d'ombre, des sous-domaines, bref, blablabla. Et c'est avoir cette conscience de trou, avoir cette conscience de vide qui fait que vous allez le remplir, que vous allez apprendre sur ça, que vous allez vous questionner sur ça. C'est pareil que dans les processus. Il y a beaucoup de processus professionnels où on se dit mais c'est incohérent, il y a plein de zones d'ombre, on pourrait faire 100 fois mieux. Le haut potentiel, lui, on a conscience, les autres, pas forcément, ou quand bien même ils en ont conscience, ils n'ont pas très envie de le changer parce qu'ils ont toujours fait comme ça et que la plupart des gens préfèrent la tranquillité d'esprit à la vérité, l'amélioration ou le dépassement de soi, même si des fois ça coûterait pas grand chose. Le 5e aspect, qui sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier, parce qu'il y en a un autre que j'aimerais faire après, c'est que il y a un décalage social global, que ce soit dans le type d'humour, que ce soit dans les références, parfois des références plus fines, plus contextuelles, plus vifs. On va avoir des centres d'intérêt qui peuvent être différents, des comportements qui peuvent être différents et en marge de la société. Et en fait, je vais l'inclure dans le point que je voulais traiter après, le fait aussi que le haut potentiel a une façon d'être beaucoup plus libre dans sa façon d'être et sa façon de penser quand il l'a construit. Mais on va légèrement traiter les deux en même temps. Je vais essayer du moins. Donc, quand vous avez toutes ces choses-là, déjà, ça crée un décalage. Les 4 points, la pensée en arborescence et la divergence, l'hypersensibilité, le besoin d'authenticité, la curiosité, l'intensité, la façon de remettre en question les choses, tout ça, déjà, ça crée un décalage. En plus de ça, si vous ajoutez des centres d'intérêt différents, mais aussi une faculté à être beaucoup plus libre et avoir cette faculté dit familièrement venez pas me faire chier, je pense comme j'ai envie de penser, je fais comme j'ai envie de penser, forcément qu'on va être perçu comme décalé, bizarre, pas comme les autres, ou même sauvage. Rien que pour parler dans un premier temps des centres d'intérêt, j'en ai fait une vidéo ou un bout de vidéo qui dit que le haut potentiel, déjà, n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. Alors, ça peut être dans le fait d'aller chercher des centres d'intérêt qui vont être plus profonds par nature, dans le sens où, pour rentrer très cliché, une personne qui va s'intéresser à l'astrophysique ou à comment est-ce que notre monde a été créé, que ce soit d'une façon spirituelle, religieuse ou même physique, déjà, c'est de par nature quelque chose qui ne va pas intéresser tout le monde, même qui va intéresser une très petite partie de la population. Et le haut potentiel peut être beaucoup plus sujet à aller vers ce type de sujet. Pareil,
tout ce qui va aller vers le monde animal ou l'art, ça peut être parfois des sujets qui peuvent être perçus comme plus profonds. Alors, je mets des guillemets, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et quand bien même on a des sujets qui sont en apparence pas forcément profonds, le haut potentiel va pouvoir lui donner une dynamique profonde. Et pour le 5e point bis, quand je parlais de cette notion du haut potentiel qui veut, ou qui a tendance à être beaucoup plus libre dans sa façon d'être, son comportement, là aussi, ça peut être perçu parfois comme très sauvage. Pour raconter qu'une anecdote, j'ai toujours aimé être quelqu'un de très libre, de très solitaire, et même au travail. Et parfois, c'était des demandes que je faisais, non pas tout le temps, mais d'avoir des moments où je pouvais être seul. Alors, j'ai eu de la chance, parce que la plupart des gens à qui je demandais ça essayaient de me mettre dans les meilleures dispositions, parce qu'ils avaient compris que j'étais beaucoup plus productive ainsi. Donc, dans un sens, j'ai toujours eu de la chance. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu des gens qui ont trouvé ça très parfois sauvage, de me dire mais en fait t'es sauvage parce que tu veux tout le temps être seul, ou parce que des fois t'as une façon de t'exprimer qui est trop spontanée, c'est trop sauvage, ou parfois parce que j'ai quasiment toujours refusé d'éventuels after work, je crois qu'on dit, en d'autres termes, d'aller boire un verre après le travail. Non pas parce que j'aime pas les gens, non pas parce que j'ai quelque chose de mal vis-à-vis d'eux, mais juste parce que c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un de très introverti, je suis quelqu'un de très solitaire, donc forcément, je vais pas forcément avoir le même comportement que la plupart des gens. Aussi, la dynamique de travail sur moi m'a aidé à beaucoup mieux me comprendre et beaucoup mieux m'accepter. Et beaucoup mieux me comprendre, beaucoup mieux m'accepter. Force est de constater que ça m'a rendu plus moi dans les bons et aussi dans les mauvais côtés, et que ça a amplifié encore un peu plus le décalage que je vivais avec les autres et cette impression de bizarrerie ou de sauvagerie, ça dépend comment on l'entend. Donc cette vidéo était là pour expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes pouvaient nous voir ainsi, donc bizarre, décalé, et vous mettez tous les adjectifs que vous voulez mettre derrière. Maintenant, faut comprendre que c'est pas tout le temps négatif. Et encore une fois, faut comprendre que ces appellations ne sont que les représentations des filtres de certaines personnes. Vous avez certaines personnes qui vont vous adorer pour ça et qui vont vous trouver dans leurs normes. Vous avez certaines personnes qui vont véritablement accrocher avec vous parce que justement, vous avez toutes ces choses que certaines personnes rejetteront. Et encore une fois, c'est normal et ça n'a pas à être autrement. Tout comme vous n'aimez pas tout le monde n'a pas à vous aimer. On pourrait en débattre des années, mais je crois que c'est comme ça depuis la nuit des temps et je suis à peu près certain que ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est pas des défauts. Je pense même que c'est souvent des forces. Encore une fois, ça demande du travail, ça demande de l'acceptation. Ça demande d'être dans les bons environnements parce que certes, c'est bien l'acceptation intrapersonnelle, mais je pense que dans une certaine mesure, l'acceptation de qui l'on est vient aussi de notre environnement. Quand vous avez des personnes qui vous acceptent pour qui vous êtes, généralement, ça devient beaucoup plus facile de s'accepter d'une manière intrapersonnelle. Pour rentrer très cliché, mais demain, si vous êtes... l'exemple n'est peut-être foireux encore une fois, mais si demain vous êtes une femme avec quelques kilos en trop et que vous avez un homme qui vous accepte pour ça, je pense que ça va être 30 fois plus facile pour vous de vous accepter ainsi. À l'inverse, si demain vous avez un homme qui ne vous accepte pas pour ces quelques kilos en trop, qui vous fait tout le temps des remarques, je pense que pour vous, ça va être beaucoup plus compliqué d'accepter ces quelques kilos en trop. C'est pareil pour la calvitie pour un homme, c'est pareil pour toute chose dans la vie. L'environnement, qu'on le veuille ou non, est une ressource qui peut être soutenante ou non. Donc, c'est pareil pour l'acceptation de tous ces aspects-là. Choisissez bien vos environnements et acceptez-vous comme vous êtes. Je pense que c'est un peu le credo de cette chaîne où ça va le devenir de plus en plus.
J'en ferai une vidéo pourquoi du comment et quel est l'avenir de cette chaîne dans quelques semaines. Mais voilà, prenez soin de vous. Vidéo encore une fois, brouillonne, mais c'était fait avec toute la bienveillance et l'amour du monde. Et puis, à très bientôt.